Comment ça va depuis la dernière fois? Vous savez, il y a une phrase qu'on entend souvent, tout le monde le sait, personne ne dit rien. On l'utilise pour parler d'un secret gênant, d'un scandale, ou d'une vérité qu'on préfère taire. Mais parfois, ces mots prennent une tournure bien plus sombre. Quand une vie est en jeu, quand quelqu'un appelle à l'aide, et que personne ne bouge. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène psychologique profondément troublant. Au programme, un meurtre qui a bouleversé un pays, une expérience qui a tenté d'en percer le mystère, et une vérité dérangeante sur le comportement humain. Nous sommes à New York, dans la nuit du 13 au 14 mars 1964. Il est un peu plus de 3 heures du matin. Une jeune femme rentre chez elle, après son travail dans un bar du Queens. Elle s'appelle Kitty Genovese, 28 ans. Elle gare sa voiture, traverse lentement le parking désert, mais ce qu'elle ignore, c'est qu'une voiture blanche, une Corvair de 1960, l'a suivie depuis plusieurs rues. À bord, Winston Moseley. Moseley gare sa voiture près d'un arrêt de bus. Il la regarde, un couteau de chasse dans la poche. Kitty commence à sentir une présence derrière elle. Alors instinctivement, elle se met à courir, direction la borne d'urgence au coin de la rue. Moseley se lança alors aussitôt à sa poursuite et la rattrape devant une petite librairie. Kitty hurla pour demander de l'aide une première fois, tout en continuant de fuir. Soudain, il la poignarde à 2 reprises dans le dos, sous la lueur d'un lampadaire. Kitty, incapable de bouger, recommença à hurler dans l'espoir que quelqu'un lui vienne en aide. Des fenêtres s'allument, des rideaux s'écartent, et un homme au 7e étage, Robert Moiser, ouvre sa fenêtre et crie « Laissez cette fille tranquille !» Effrayé, l'agresseur prend la fuite. Kitty est à genoux, blessée, mais vivante. Elle tente de se relever, et avec peine, elle titube jusqu'à l'angle de l'immeuble. Pendant ce temps, Moseley déplace sa voiture, inquiet d'être repéré. Mais là, il aperçoit Kitty encore debout, et il comprend qu'il peut revenir. Kitty a enfin réussi à atteindre la porte arrière de son immeuble. Pensant que son cauchemar était terminé, elle se croit saine et sauve, et elle se dit sûrement que les voisins ont dû déjà appeler les secours. Mais Moseley, qui a suivi les traces de sang, arrive devant Kitty, allongée sur le dos, derrière la porte d'entrée. Kitty, en le voyant, recommence à hurler. À ce moment-là, Moseley la poignarde à 9 reprises, la poitrine, l'estomac et enfin la gorge. Kitty s'effondre, incapable de crier. Moseley la viole, lui vole son argent, ses clés, ses affaires, puis il disparaît dans la nuit. Lors de la dernière attaque, Sophie Farrer, la voisine de Kitty, finit par alerter la police. Réveillée plutôt par les cris, elle n'avait pas mesuré la gravité de la situation avant que Carl Ross, un autre résident, ne l'appelle. Ross avait perçu la scène depuis la cage d'escalier, mais paniqué, il s'était replié chez lui, verrouillant la porte. Incapable d'agir, il avait même téléphoné à sa petite amie pour lui demander conseil. Elle lui recommanda de ne rien faire. Ce n'est qu'ensuite qu'il contacta Sophie Farrer, qui, elle, sans hésiter, contacta les autorités et descendit immédiatement pour tenter de secourir Kitty. En quelques minutes, les secours arrivèrent, mais malheureusement Kitty succomba à ses blessures avant d'atteindre l'hôpital. Pendant ce temps, plusieurs voisins avaient entendu les cris et admis plus tard avoir compris qu'un drame se jouait. Pourtant, personne n'était intervenu. Certains pensaient à une dispute amoureuse, d'autres avaient eu peur, ou simplement préféraient ignorer les appels à l'aide. L'un d'eux alla jusqu'à monter le son de sa radio pour ne plus entendre les hurlements. Ou encore un autre témoin admettra qu'il faisait trop froid pour mettre un pied dehors. Quelques jours plus tard, le New York Times publia un article en première page, « Les 38 témoins du meurtre qui n'ont pas appelé la police ». L'Amérique découvre alors avec horreur non pas le crime, mais l'indifférence collective. Ainsi, l'affaire Kitty Genovese secoue tout le pays. Comment au cœur d'une grande ville, tant de gens ont-ils pu rester immobiles face à un meurtre? Était-ce de la peur, de l'indifférence, ou quelque chose de plus profond, enfoui dans notre comportement collectif? Nous nous retrouvons donc en 1968, dans les laboratoires de l'Université de New York. 2 psychologues américains, John Darley et Bill Blatany, vont tenter de comprendre ce qui s'est passé. Selon eux, les témoins n'ont pas aidé parce que justement, ils étaient conscients que d'autres personnes assistaient à la même situation. Afin de tester cette hypothèse, ils mettent en place une expérience. Chaque participant est installé seul dans une petite cabine insonorisée.
Devant eux, un interphone censé les relier à plusieurs autres volontaires dans des pièces voisines. Officiellement, l'expérience est présentée comme une étude sur les problèmes personnels vécus par des étudiants en milieu urbain. Une simple discussion à distance. Franchement, c'est pas facile. Entre les études, le taf, le bruit, t'as jamais vraiment une minute pour respirer. Ce que la personne ignore, c'est qu'elle est en réalité le seul véritable sujet de l'expérience. Tous les autres participants sont des complices des chercheurs. Pendant la discussion, l'un des intervenants, un complice, commence à parler calmement, puis soudainement sa voix tremble. Il respire mal, il balbutie, il semble paniqué. « Attendez, je me sens pas bien. Ma tête, elle tourne. Je crois que je fais une crise. J'arrive plus à respirer. S'il vous... » Et tout d'un coup, sa voix s'éteint. La véritable question que se posent les chercheurs à ce moment était de savoir si le simple fait de croire que d'autres personnes assistent à une situation d'urgence pouvait influencer la décision d'intervenir. Et dans quelle mesure le nombre de témoins modifie la rapidité et la probabilité d'apporter de l'aide. Pour le découvrir, ils ont donc observé la réaction de chaque participant face à cette crise. La variable qui changeait d'une session à l'autre, c'était le nombre de témoins. Dans certains cas, le participant pensait n'être que 2 dans la discussion, lui et la victime. Dans un autre groupe, il semblait être 3, et enfin 6. Les chercheurs aussi ont fait varier la nature du groupe. Parfois la voix de la victime était celle d'une femme, parfois d'un homme, et parfois celle d'un étudiant en médecine, censé être plus apte à réagir face à une urgence. Les résultats sont sans appel. Quand le participant pense être le seul témoin, 85% d'entre eux interviennent rapidement. Quand il croit qu'il y a un autre témoin, ce chiffre tombe à 62%. Et lorsqu'il pense qu'il y a 4 autres témoins, seuls 31% se lèvent pour signaler l'urgence. Aucune différence est trouvée selon le genre ni selon la nature du groupe. Ce qui change tout, c'est le nombre de témoins supposés. Les résultats de cette étude ont confirmé l'hypothèse de départ. Plus le nombre de témoins supposés augmente, moins il est probable que le participant intervienne ou qu'il le fasse rapidement. L'urgence va alors devenir une responsabilité diluée, partagée, presque invisible. Et ce qui va rendre cette découverte encore plus troublante, c'est que la présence réelle d'autres témoins n'est même pas nécessaire. Le simple fait de croire que d'autres individus assistent à la scène suffit à diminuer fortement la probabilité d'agir. Darley et Latané vont nommer ce phénomène l'effet du témoin. C'est donc une dilution de la responsabilité, invisible mais puissante, qui pousse chacun à penser que quelqu'un d'autre le fera. Le succès de la première étude de Darley et Latané a suscité de nombreuses recherches cherchant à reproduire l'effet du témoin dans d'autres contextes. Ces expériences reprennent le même principe, comparer la réaction de participants confrontés à une situation d'urgence lorsqu'ils sont seuls ou en présence d'autres personnes. Les résultats, qui sont systématiquement similaires, ont confirmé que plus le nombre de témoins est élevé, moins chacun a de chances d'intervenir, et plus la réaction est lente. Et cet effet a été observé dans des situations très variées. Lorsqu'une pièce se remplit de fumée, qu'une personne fait une crise d'asthme, qu'un vol ou qu'une panne de voiture survienne, ou même dans des cas plus anodins, comme ramasser des objets tombés ou répondre à une sonnette. Et loin de se limiter à des situations d'urgence isolées, l'effet du témoin se manifeste aujourd'hui dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de la vie quotidienne, du monde professionnel ou même de grandes causes collectives. L'effet du témoin est l'écologie. Face à la destruction de la planète, beaucoup reconnaissent l'urgence. Et pour autant, l'inaction règne. Pourquoi ? Parce qu'il est probable que chacun pense que d'autres s'en chargeront. Les gouvernements, les grandes entreprises, les ONG, ou entre guillemets les gens plus compétents. C'est une forme d'inaction partagée, on sait que la situation est grave, mais la responsabilité se dilue entre des millions d'individus. Comme dans l'expérience de Darley et Latané, plus il y a de témoins, moins chacun se sent responsable. Et là, face à la crise climatique, nous sommes 8 milliards. L'effet du témoin est le harcèlement. Dans les situations de harcèlement, qu'ils soient scolaires, professionnels ou en ligne, l'effet du témoin agit de la même manière. Un élève se fait insulter dans la cour, un collègue humilié en réunion, une personne harcelée sur les réseaux sociaux. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, mais personne n'intervient. On pourrait penser à l'exemple récent de Jean Pormanov. Certains ont peur de devenir la prochaine cible, d'autres se disent que quelqu'un d'autre prendra la parole, ou que ce n'est pas leur rôle. Et pendant ce temps, le silence du groupe devient une forme de complicité involontaire. Ici aussi, la responsabilité se dissout dans la masse. Donc l'expérience de Darley et Latané nous a appris une chose essentielle.
Ce n'est pas le manque de compassion qui nous empêche d'agir, mais la simple idée que quelqu'un d'autre le fera à notre place. Et nous aimons croire que nous, si nous voyons quelqu'un en danger, nous agirions sans hésiter. Mais l'histoire, la science et notre époque nous rappellent l'inverse. Dans la rue, sur les réseaux, dans nos écoles, dans nos villes, les drames continuent souvent sous le regard passif de dizaines de témoins. Des témoins qui pensent qu'un autre interviendra, qu'un autre parlera, qu'un autre fera le premier pas. Et au final, personne ne bouge. Ce n'est pas un monstre ni un meurtrier, mais un silence partagé qui peut tuer lentement. Tout le monde le sait, personne ne dit rien.